En général, j'essaie de distinguer entre le futur et l'avenir. Le futur, c'est ce qui, demain, tout à l'heure, le siècle prochain, deviendra, ce qui est deviendra. Donc, il y a le futur des programmes, le futur prévisible, predictable, programs, prescriptions, tout ce qui, en quelque sorte, peut être scheduled, donc prévu. Et l'avenir, je préfère le mot avenir, to come, parce que ça se réfère à quelqu'un qui vient, à ce qui vient et qui, venant, arrivant, n'est pas prévisible. Et pour moi, c'est ça, le vrai futur, qui est unpredictable. L'autre qui vient sans que je puisse même l'attendre d'une certaine manière, sans que je puisse m'y attendre. Donc s'il y a du vrai futur au-delà du futur, c'est l'avenir en tant qu'il est la venue de l'autre là où je ne peux pas le prévoir. Jackie, oui. Tu as ta clé de toute façon. Hein? Tu as ta clé de toute façon. Oui, je la Si jamais tu es en retard, je pars. Stulecie, które wydało myślicieli tej miary, co Husserl i Bergson, Wittgenstein i Heidegger, Ricoeur i Levinas. Zdawałoby się, że ta sekwencja wielkich jest zamknięta. Któż mógłby równać się z nimi? Tymczasem na liście obecności wielkich tego stulecia nie może zabraknąć Jacques'a Derrida. Excusez-moi, je vous ai même pas dit bonjour, hein, mais c'est un peu difficile aujourd'hui. Good evening. Later on tonight's Late Show, we look at the French philosopher Jacques Derrida, founder of the post-structuralist mode of analysis known as deconstruction, and internationally acknowledged by many as one of the most innovative and inspiring of contemporary philosophers. Bon, j'ai la clé, alors tu fermes si tu veux. Vous me suivez alors? Quand on arrivera devant chez le coiffeur, moi, il y a un parking. Je vais voir avec le coiffeur comment on s'arrange pour la voiture, tout ça. Il est né à Elbiard, près d'Alger. Jacques Derrida est aujourd'hui célèbre et son nom circule sur les 5 continents. Il devint une sorte de foudroyage de la pensée à la manière des mineurs qui font sauter les poutres de l'échafaudage qui soutient une galerie au fond de la mine. My theory is that Americans exist to the degree that they're being filmed or believe themselves to be filmed. Yeah, so this is the natural condition. You see how Americanized I am now.
Careful. She sees everything around me, but she's totally blind. That's the image of the philosopher who falls in the well, you say? Yes. While looking at the star. I have these people around all the time, day and night, like the loud wherever family. I am. For 2 weeks now, they've been constantly tracking me. And, Are you getting used to it? sometimes I forget, I just forget. Yeah? We should not neglect the fact that some biographies written by people who have authority in the academy finally invest this authority in a book which, for centuries sometimes, after the death of an author, represent the truth. The truth. It's someone interested in biography, writes life and works of Heidegger, well documented, apparently consistent, and it's the only one published under the authority of a good press, okay? And then Heidegger's image, Heidegger's life image, is fixed and stabilized for centuries. That's why I would say that sometimes the one who reads a text by a philosopher, for instance, a tiny paragraph, and interprets it in a rigorous, inventive, and powerfully deciphering fashion, is more of a real biographer than the one who knows the whole story. This is the blue jacket I have. That's nice. But this doesn't fit with this is black, this isn't blue, okay? And I usually can't. I know. We won't get your bottom half. Can I just see what it looks like? Is that okay? I'm sorry to trouble you. As you know, the traditional philosophy excludes biography, considers biography as something external to philosophy. You remember Heidegger's statement about Aristotle. Heidegger once was asked, I think, what was the life of Aristotle? What could we answer to the question, what was Aristotle's life? He said, well, the answer is very simple. Aristotle was a philosopher. The answer holds in one sentence. He was born, he thought, and he died. And all the rest is pure anecdote. His mother's grave is profaned. His parents never read any of his books. He cries out, "Mommy, I'm scared," every night until she lets him sleep on a sofa near them. One side of his face is paralyzed for 3 weeks, leaving his eye open continuously, unblinking. His father composes his own death notice shortly before he dies of cancer. He is expelled from school because he is Jewish. He learns he was given a secret name, Eli, after the Jewish prophet Elijah that isn't on his birth certificate. He fails his first entrance exam to the university. He writes his first novel at age 15 about the theft of a diary and blackmail for its return. He pretends to learn Hebrew so as to read it without understanding it. He is arrested and thrown in prison for 24 hours in Prague for transporting drugs which the authorities plant on him. He receives a collect call from someone who identifies himself as Martini Heidegger.
He declines an offer from Marguerite Duras to play a part in one of her films. As an adolescent, he dreams of becoming a professional soccer player. He doesn't circumcise his sons, greatly upsetting his mother and father. He suffers from sleeplessness and nervous collapse from the overuse of sleeping tablets and amphetamines. His older brother lives only 7 days, dying just a year before he is born. Classical philosophers usually avoid autobiography. It is because they think it's indecent. That is, a philosopher should not speak of himself as an empirical being. And this impoliteness, or this politeness, is philosophy itself, in principle. So if we want to break with this philosophical axiom, classical philosophical axiom, according to which a philosopher should not present himself or give into autobiography, then we have to be indecent to some extent. We no longer consider the biography of a philosopher as a set of empirical accidents that leaves one with a name that would then itself be offered up to philosophical reading, the only kind of reading held to be philosophically legitimate. Neither readings of philosophical systems nor external empirical readings have ever in themselves questioned the dynamics of that borderline between the work and the life, between the system and the subject of the system. This borderline is neither active nor passive. It's neither outside nor inside. It is most especially not a thin line, an invisible or indivisible trait that lies between the philosophy on the one hand and the life of an author on the other. Listening to you speak just elucidated your text just so much. Thank you. Thank you. But I just wanted to meet you. Now I feel Thank you. I've read your novel, one of your novels years before. I just wanted to hear you speak so I could understand it better. I started reading about negative theology and discourse, and I was wondering if there was any connection between, you said it's a specifically Christian discourse, but I was wondering if there's any connection between that and, say, Hebrew Kabbalah and the yeah, a number of connections, but it's not the same thing. Kabbalah is full of such gestures, God beyond being. But this doesn't make that any path that goes on. Great theology applies to Christian specific context, but it doesn't mean that there are not a number of things. You're very well known in the States for deconstruction. Can you talk a little bit about the origin of that idea? Avant d'essayer de répondre à cette question, je voudrais faire une remarque préliminaire sur le caractère totalement artificiel de cette situation. Je ne sais pas qui regardera ce que nous sommes en train de filmer ou d'enregistrer, mais je voudrais souligner, au lieu de les effacer, ces conditions techniques. Ne pas feindre la naturalité là où elle n'existe pas. J'ai déjà commencé à répondre à votre question sur la déconstruction, parce qu'un des gestes de la déconstruction consiste en particulier à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel, comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, par l'institution, par la société, était une donnée naturelle. The very condition of a deconstruction may be at work in the work, within the system to be deconstructed. It may already be located there, already at work. Not at the center, but in an eccentric center, in a corner whose eccentricity assures the solid concentration of the system.
participating in the construction of what it, at the same time, threatens to deconstruct. One might then be inclined to reach this conclusion. Deconstruction is not an operation that supervenes afterwards, from the outside, one fine day. It is always already at work in the work. Since the disruptive force of deconstruction is always already contained within the very architecture of the work, all one would finally have to do to be able to deconstruct, given this always already, is to do memory work. Yet since I want neither to accept or to reject a conclusion formulated in precisely these terms, let us leave this question suspended for the moment. Alors, je vous dois quelques explications et même demandes d'autorisation au sujet de ce que vous voyez là à ma gauche, ce dispositif cinématographique. On prendra quelques images et j'espère que cela passera aussi inaperçu que les différents appareils d'enregistrement que nous avons appris à oublier. L'appareil d'enregistrement, notamment vidéo cinématographique, une question dans le séminaire sur le témoignage. À plusieurs reprises, lorsque nous avons traité notamment l'exemple de King Verdict, ceci est une machine institutionnellement californienne. Par exemple, traité du King Verdict, nous avons posé la question de ce qui se passait avec l'archive de témoignage et nous avons insisté sur le fait que à la fois le concept classique du témoignage excluait l'intervention d'un dispositif d'enregistrement. Donc à titre expérimental, nous allons essayer de travailler un moment en présence de cette machine archivation. Agnès m'a appelé hier au sujet de notamment de la rencontre de Gachet. Oui. Oui, oui. C'est pas mal, oui. Oui. C'est ce que vous appelez le cinéma vérité. Tout est faux. Presque. C'est pas exactement comme ça. D'abord, je suis pas habillé comme ça. Non? Non, il faut savoir que quand je reste seul à la maison, le matin, je ne m'habille pas. Je reste pyjama et en robe de chambre. Toute la journée? Jusqu'à ce que je sorte. Quand je passe la journée entière, je ne m'habille pas. Who is it that is addressing you? Since it is not an author, a narrator, or a deus ex machina, it is an I that is both part of the spectacle and part of the audience. An I that, a bit like you, undergoes its own incessant, violent reinscription within the arithmetical machinery. An I that, functioning as a pure passageway for operations of substitution, is not some singular and irreplaceable existence, some subject or life, but only rather moves between life and death, between reality and fiction, an I that is a mere function or phantom.
any part. Alors, pour enchaîner un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur voir et toucher en quelque sorte. Hein. Voir et parler, voir et toucher. Au lieu de m'enfoncer dans une profonde méditation sur le voir, qui m'a beaucoup occupé ailleurs, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ailleurs, sur l'œil et la vue, j'ai écrit des tonnes de textes là-dessus. Ce qui m'importe, quant aux yeux, c'est que c'est la partie du corps qui ne vieillit pas. Autrement dit, quand on cherche son enfance, à travers tous les signes de vieillissement du corps, qu'il s'agisse de l'avachissement des muscles, du blanchissement des cheveux, etc., du poids, de la taille. Quand on cherche l'enfance, on regarde les yeux. Et ce qui est saisissant, c'est que un homme de mon âge garde les yeux de son enfance. Et donc, les yeux... Alors, il y a toute une littérature. Hegel disait que les yeux, c'est la manifestation de l'âme au dehors. Hein, que c'est à travers les yeux que l'âme, qui est au-dedans, se montre au dehors. Eh bien, je traduirais ça comme ça, en disant qu'au fond, le regard n'a pas d'âge. Les yeux sont les mêmes toute la vie. Et je dirais quelque chose d'un peu voisin, quoique non identique, au sujet des mains. Dans le livre que je viens de publier sur le toucher, je parle beaucoup de ce livre sur les mains. Je me suis beaucoup intéressé aux mains des philosophes. J'ai écrit un texte sur les mains de Heidegger, puis dans ce texte, il est question des mains de Kant, de Husserl. Donc la main des philosophes est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ce qu'ils disent sur la main, et sur le privilège qu'ils accordent à cette partie du corps humain qu'est la main, sans tenir compte du fait qu'il y a une histoire de la main, que le devenir homme, ce qu'on appelle l'hominisation de l'animal, passe par la transformation de la main. Je crois que non pas le corps de la main reste identique, je crois que la main change de l'enfance à la vieillesse. C'est les yeux et les mains qui sont les signes de reconnaissance, les signes auxquels on identifie l'autre, et donc ce par quoi on s'identifie. Mais paradoxalement, ce sont aussi les parties de nous, pour revenir à notre question du narcissisme, les parties de nous que nous voyons le moins facilement. Au fond, nous pouvons, devant une glace, nous voir, etc., enfin, avoir une image assez juste de ce que nous sommes devant un miroir, mais c'est très difficile d'avoir une image de son propre regard et d'avoir une vraie image de nos propres mains dans leur mobilité, dans leur mouvement, leurs gestes. Ça, c'est l'autre qui sait. Eh bien, cette comment dire, gesticulation des mains, ce geste des mains, je crois que l'autre le voit mieux, l'identifie mieux que moi-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Ce portrait de moi, comme je l'ai dit à Dominique tout à l'heure, j'avais beaucoup d'inquiétudes. On a déjà parlé de mon image, le rapport difficile que j'ai à l'image de mon visage. Donc je suis entré là, très inquiet. Et donc je lui ai dit, en dehors de toute évaluation esthétique, j'accepte. J'accepte. C'est un bizarre sentiment quand même. C'est très bizarre, de toute façon c'est bizarre. Mais il y a des bizarreries contre lesquelles on se révolte et d'autres qu'on accepte, une image qu'on accepte. Oui. Hein? De toute façon c'est bizarre, c'est uncanny, de toute façon c'est unheimlich. Alors c'est bizarre, mais je n'ai pas envie de la détruire comme j'ai souvent envie de détruire des photographies ou des images. Voilà, c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait.
qu'elle a fait au petit Narcisse que... Au vieux Narcisse, je crois. Oui, au vieux Narcisse aux cheveux. There is not narcissism and non-narcissism. There are narcissisms that are more or less comprehensive, generous, open, extended. What is called non-narcissism is in general but the economy of a much more welcoming and hospitable narcissism, one that is much more open to the experience of the other as other. I believe that without a movement of narcissistic reappropriation, the relation to the other would be absolutely destroyed. It would be destroyed in advance. The relation to the other, even if it remains asymmetrical, open, without possible reappropriation, must trace a movement of reappropriation in the image of oneself for love to be possible. Love is narcissistic. Comment vous êtes-vous rencontrés? Attends, un second. Au moment où on commence à penser à répondre à une question, il faut interrompre pour ajuster la lumière, le reflet, et puis s'interrompre une deuxième fois. Ça n'arrive pas. I mean, you never forget it, c'est ça? Mais quand je commence à oublier, il y a un problème. Et donc on me rappelle qu'il faut interrompre au milieu de la phrase pour bien placer. Comment ça s'appelle cette chose-là? Écran. Protecteur? Réflecteur. Réflecteur, pardon. Réflecteur. Alors, on commence à réfléchir à réfléchir à la réponse et le réflecteur interrompt la réflexion. Alors, c'est difficile. Alors, répétez-moi votre question. Vous deux, comment vous avez fait votre connaissance? Est-ce qu'on leur raconte ou non? On le raconte, oui. Vas-y, toi. Alors, je ne vais pas tout vous dire. Non. Mais je vais vous raconter des histoires superficielles. Moi, j'étais étudiant avec le frère de Marguerite, dans la même école, école normale supérieure, en 1952. Qui fait déjà une forte probabilité de rencontre. Et puis, un hiver, la première année, nous étions ensemble dans cette école. Nous sommes allés ensemble, son frère, des amis et moi, au sport d'hiver, skier. Et là, j'ai rencontré Marguerite. Je n'entre pas dans les détails, mais c'était en 53. Et puis, on ne s'est pas revus pendant longtemps. Et puis ensuite, j'étais invité à déjeuner dans sa famille. Voilà, ça a commencé comme ça. Et Marguerite, vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu Jacques? Dans la neige. Dans la neige. Mais vraiment, vous vous rappelez la première fois? Oui. Elle a l'air d'être étonnée qu'on se rappelle la première fois. Dans la neige, où ça? Dans la neige? Dans un village de Haute-Savoie, où j'étais, moi. J'étais là-bas et ils sont arrivés. Là, vous abordez une zone où comment dire, vous n'obtiendrez pas grand-chose de nous. Alors, je veux dire, oui, ça c'est très difficile de parler de ces choses-là devant une caméra. Oui. Donc, on peut vous donner des faits, des dates. Hein. Oui, Je peux vous dire que c'était en 1953, que nous nous sommes mariés aux États-Unis en 57. These are facts. Oui, je sais. Raw facts. Now, well, okay. Pourquoi? Oui, vous avez des règles et vous avez déjà décidé que vous seulement voudrez donner les facts. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait cette décision de nous donner uniquement les facts? C'est juste que c'est pas facile. Oui. Oui.
revoir tout le monde. Salut. Au revoir, bonne journée. Amusez-vous bien. What I'd like to ask you about now is this question of the anecdote. At the biography conference, you quoted Heidegger as saying that one could sum up the life of Aristotle as Aristotle was born, he thought, and he died. And then, when I asked you about your relationship with Marguerite, you said, I can give you the facts, the dates, and that's it. Can you offer some commentary on that? D'une certaine manière, bien que, naturellement, je ne sois pas d'accord avec Heidegger quand il dit que la vie philosophe se résume à sa naissance, sa mort et à sa pensée. Et je pourrais naturellement expliquer les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Néanmoins, je me sens assez proche de lui et je comprends ce qu'il veut dire. Et d'une certaine manière, j'y souscris aussi. C'est-à-dire que si le récit de la vie, les détails, les anecdotes, la quotidienneté, etc., devait dissimuler ce qui reste pour moi aussi l'essentiel, à savoir ce qu'on pense philosophiquement et ce qu'on écrit à ce sujet. Quand j'ai dit tout à l'heure que dans le passage que vous m'avez montré, que vous n'obtiendrez pas beaucoup de nous, ce n'est pas seulement parce que je crois que ça devait rester caché, mais c'est qu'il est difficile d'en parler dans ces conditions-là. C'est-à-dire en faisant quelques phrases devant une caméra, même ce que je peux confier de très secret, je ne le confie pas sur le mode du récit. Et je t'entends, je fais un petit signe vers une date, un événement, etc. Mais autrement, ça n'est pas narratif. Donc la question est en effet celle de la narration, qui a toujours été une question grave pour moi. J'ai écrit, même je crois dans le livre sur Paul de Man, que je ne savais pas raconter d'histoire, que j'aimerais pouvoir raconter des histoires, mais je ne sais pas raconter. J'ai toujours l'impression que le récit est inégal à l'histoire que je voudrais raconter. Donc je renonce. Je renonce tout le temps. Répétez-moi votre question. Comment vous avez fait votre connaissance? Est-ce qu'on le raconte ou non? On le raconte. Oui, toi. Alors, je ne vais pas tout vous dire. Non. Mais je vais vous raconter des histoires superficielles. Was it strange to you to see something you had no memory of? Oui, je ne me rappelais pas du tout, par exemple, le moment où vous nous interrogez, Marguerite et moi, sur la première rencontre. Je ne me rappelais pas du tout. J'aime bien cette scène-là, précisément parce qu'on ne dit rien. Tous les deux, on est en train de... nous pensons aux mêmes choses, mais nous ne les disons pas. Et ça m'a ému de retrouver cette scène, oui. Oui, ça j'ai bien aimé. Mais j'ai bien aimé précisément parce qu'on ne dit rien. Mais alors, on est au bord de dire quelque chose, et voilà... ceux que ça peut intéresser voient que nous restons au bord d'une confidence impossible. Whatever you want to say, ce que vous désirez dire de l'amour. Ça, c'est le topic. L'amour. L'amour ou la mort? Oui. Non, l'amour. Pas l'amour. On a suffisant de l'amour. L'amour? L'amour. Il n'y a rien à dire de l'amour. Rien. Vraiment. À moins que vous me posiez une question. Je veux pas traiter la question de l'amour. Non, il faut que vous posiez une question. Je ne suis pas capable d'improviser des généralités sur l'amour, comme ça. Je ne suis pas capable. Peut-être que c'est ça que vous voulez, que je dise que, devant votre public que je n'ai rien à dire de l'amour en général. Ok. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui concerne les philosophes depuis des siècles? C'est un important sujet philosophique, n'est-ce pas? Je suis pas... Non, il faut pas me demander ça. Pourquoi les philosophes ont parlé de l'amour? Ça a commencé comme ça, la philosophie. Non, c'est pas possible, ça. J'ai la tête vide. Sur l'amour en général, j'ai la tête vide. Ou sur la raison pour laquelle la philosophie parle beaucoup d'amour, ou bien j'ai la tête vide, ou bien me reviennent
des clichés. C'est un sujet auquel Platon s'est beaucoup intéressé. Peut-être pouvez-vous en parler? Alors, une première question qu'on pourrait poser, mais là je dévie un peu, c'est la question de la différence entre qui et quoi. Who and what. Est-ce que l'amour est l'amour de quelqu'un ou l'amour de quelque chose? Alors, supposons que j'aime quelqu'un. Est-ce que j'aime quelqu'un pour la singularité absolue de ce que quelqu'un est? J'aime toi parce que tu es toi. Ou bien est-ce que j'aime tes qualités, ta beauté, ton intelligence, bon. Est-ce qu'on aime quelqu'un ou est-ce qu'on aime quelque chose en quelqu'un? La différence entre qui et quoi, au cœur de l'amour, je dirais, au cœur de l'amour, partage le cœur. Est-ce que le mouvement de mon... On dit souvent l'amour est un mouvement du cœur. Est-ce que le mouvement de mon cœur aime quelqu'un, c'est-à-dire une singularité absolue, ou bien aime la façon dont ce quelqu'un est? On est souvent... L'amour commence par un mouvement de séduction. On est attiré par ce que l'autre est, ceci ou cela, comme ceci ou comme cela. Et inversement, l'amour est déçu et il meurt quand on en vient à se dire, au fond, cette personne ne méritait pas cet amour, en tout cas, n'était pas aussi, alors, ceci, cela que je croyais. Et à ce moment-là, la mort de l'amour fait apparaître qu'on aimait l'autre, non pas parce qu'il était l'autre, mais parce qu'il était ainsi ou ainsi ou ainsi. Donc on aimait quelque chose plutôt que quelqu'un. Ce qui veut dire que l'histoire de l'amour est en quelque sorte, au cœur de l'amour, divisée entre le qui et le quoi. Alors, la question de l'être, revenons à la philosophie, la question de l'être, puisque la première question philosophique, c'était qu'est-ce que c'est l'être? Di esti. La philosophia commence par une question au sujet de l'essence de l'être. Donc la question de l'être se divise ici déjà entre qui et quoi. Est-ce que être, c'est quelqu'un ou quelque chose? Et ça, j'en parle de façon un peu abstraite, mais je crois que quiconque, c'est-à-dire tout le monde, en vient à aimer, commencer à aimer, finir d'aimer, est pris dans ce dilemme entre qui et quoi. On voudrait être fidèle à quelqu'un, singulièrement, irremplaçablement, et on s'aperçoit que ce quelqu'un n'est pas ce que. Il n'a pas les qualités, les propriétés, la définition, l'image que je croyais aimer. Et donc la fidélité se trouve menacée par une différence entre qui et quoi. Entre qui et quoi, voilà. And what do you think of my... Ce que j'ai pensé de votre famille? Yeah. Très, très gentille, très chaleureuse. Vous avez été gentil? Oui, oui. Beaucoup. Différents que vous. Très différents, oui. Oui. Et différents entre eux aussi. Et différents entre eux, oui. J'aime beaucoup ma sœur. Oui. Une femme très gentille. Oui. Très douce. Oui. Oui. Son mari aussi est très bien. Oui. Ils étaient très accueillants et hospitaliers. Et son mari est très gentil aussi. Ma sœur est quelqu'un avec qui jamais, pendant toute ma vie, je ne me suis disputé si peu que ce soit. Il n'y a jamais eu, entre ma sœur et moi, le moindre petit, how do you call this? Dispute. No problem. Not even the usual family. Oui. So always something. Absolute peace. Excepté lorsque vous avez essayé de la brûler dans son berceau. That was the first and only last time. En dehors de ça, il y a le père. Once and for all. Yeah, that was, yeah. You remember this. Oui.
Vous êtes en plein débat? Non, bavarde. Alors, Non, il est là. et donc, les gens qui regarderaient ces images diront, alors voilà, c'est un fanatique des C'est comme ça tous les jours. Il boit du champagne dans un tout le magnifique temps avec hôtel des particulier. Blanchot. Dès que vous avez une main libre, vous vous servez. Merci. Santé qui nous est chère, celle de tous. Nous sommes en train de comparer deux opérations chirurgicales. Puis c'est une façon de le faire parler de son corps, vous avez bien compris. Magnifique hôtel particulier. Blanchot, voilà. J'ai beaucoup écrit sur le calcul de ma mère. Si ça vous intéresse, et puis qu'on parle de calcul, ma mère, à l'âge de 47 ans, on a découvert qu'elle avait, par hasard, elle avait mal, elle digérait mal. Là. On passe une radio et on voit d'énormes choses pierreuses dans un rein. Et on l'opère pour enlever les choses, et puis on n'a pas pu enlever parce qu'il y avait un gros calcul comme ça, et vraiment comme ça, et un chapelet d'autres autour, et ils ont été obligés d'enlever le rein. Et donc ma mère a vécu avec un seul rein de l'âge de 47 ans à l'âge de 90 ans. Et elle avait toujours, à la maison, elle avait ce calcul qui était spectaculaire. And I am writing here at the moment when my mother no longer recognizes me, and at which, though still capable of speaking or articulating a little, she no longer calls me. And for her, and therefore for the rest of her life, I no longer have a name. That's what's happening. And when she nonetheless seems to reply to me, she is presumably replying to someone who happens to be me without her knowing it, if knowing means anything here. Like the other day in Nice, when I asked her if she was in pain. Yes. Then where? It was February 5th, 1989. She had, in a rhetoric that could never have been hers, the audacity of this stroke about which she will, alas, never know anything, no doubt knew nothing, and which, piercing the night, replies to my question, I have a pain in my mother. As though she were speaking for me, both in my direction and in my place. I stop for a moment over a pang of remorse. In any case, over the admission I owe the reader. In truth, that I owe my mother herself. For the reader will have understood that I am writing for my mother. Perhaps even for a dead woman. For if I were here writing for my mother, it would be for a living mother who does not recognize her son. And I am paraphrasing here for whomever no longer recognizes me. Unless it be so that one should no longer recognize me. Another way of saying, another version, so that people think they finally recognize me. Le racisme dont j'ai le plus souffert, dont j'ai eu l'expérience la plus aiguë, la plus douloureuse, était naturellement l'antisémitisme, qui était permanent en Algérie, mais qui s'est déchaîné au moment de la guerre. C'est-à-dire en 1940, j'avais 10 ans, quand à ce moment-là, c'est devenu en quelque sorte la doctrine officielle du gouvernement
français de la société française. Et quand l'école, tous les enfants juifs, tous les professeurs juifs, de l'administration, tous les fonctionnaires juifs, à quelques exceptions près. Et donc, quand j'ai eu 10 ans, j'ai été chassé de l'école. Ça, je l'ai souvent raconté. Et donc, mon frère et ma sœur aussi. Et on ne m'a pas expliqué pourquoi. Un jour, le surveillant général de l'école m'a dit « Tu rentres chez toi et tes parents t'expliqueront ». Mais ce qui a été le plus douloureux, curieusement, ce n'était pas simplement cette décision administrative de l'expulsion de l'école, c'était dans la rue, avec les insultes des enfants, sales juifs, la violence avec laquelle ça s'exprimait. Ça, c'était l'expérience quotidienne de la persécution des enfants par des enfants. C'était même pas des adultes, c'était des copains, des gens dans la rue ou dans l'école ou à la sortie de l'école qui insultaient le juif, le sale juif, ou quelquefois c'était des coups. Alors, donc de ça, j'ai une expérience très riche, entre guillemets, et très douloureuse, et qui m'a rendu naturellement, toujours jusqu'à maintenant, extrêmement sensible au racisme et à l'antisémitisme. Et je suis très... j'ai un regard et une oreille très exercés pour déceler l'antisémitisme, même quand il est très dissimulé ou comment dire, converti en d'autres choses, je suis très attentif à ça. Bon. Mais le paradoxe dans cette affaire-là, ça j'en ai souvent parlé aussi, c'est qu'au moment où j'étais en quelque sorte exclu de l'école et de la communauté française chrétienne en quelque sorte, je n'étais pas heureux non plus d'être renvoyé à la communauté juive, hein, enfermé dans la communauté juive. Et il y avait une école, on m'avait inscrit, mes parents m'avaient inscrit dans une école juive, parce qu'avec tous ces professeurs juifs qu'on avait chassés, c'était facile de reconstituer une école, une bonne école. Et je n'ai pas aimé non plus, j'étais mal, non, je ne me sentais pas bien non plus. Donc il y a eu en même temps en moi une espèce de rejet aussi de la solidarité juive, de la communauté juive. Et ça a été, ce sont des années qui ont beaucoup compté pour moi. J'étais très marqué par cette double expérience de l'antisémitisme, de l'exclusion antisémite, et puis de mon propre malaise dans la communauté juive. The actual maximum security prison. So after the search, when you come for the first time, then you come to his office. That was the registry. This is cell number 5. This is the cell where President Mandela spent 18 years. How much? 18 years. Yes, that was his cell. That was his cell? Yes. You will notice that in this cell, there is no water facility or toilets. Toilet system here were the buckets, the red bucket with the lid. Mm-hmm. As soon as there is the one, there is murder, wounding, traumatism. The one guards against the other. It protects itself from the other. But in the movement of this jealous violence, it comprises in itself its self-otherness or self-difference, the difference from within oneself which makes it one. The one as the other. At one and the same time, but in a same time that is out of joint. The one forgets to remember itself to itself. It keeps and erases the archive of this injustice that it is, of this violence that it does. The one makes itself violence. It violates and does violence to itself. It becomes what it is,
the very violence that it does to itself. The determination of the self as one is violence. More than once, we will be faced with the effects of a preliminary question, which is the question, who or what? Does one forgive someone for a wrong committed? Or does one forgive someone something? Someone who, in whatever way, can never totally be confused with the wrongdoing and the moment of the past wrongdoing, nor with the past in general. So the question is, who or what? Do we forgive someone, or do we forgive someone something? Okay, a final question. There's a very anxious question. So you're a white Western male speaking to a white audience who are part of the previous oppressor community in South Africa. And you are speaking to us about unconditional forgiveness. You might have meant that peer forgiveness thing with a lot of irony, and have meant it as something that is really impossible, you know, peer forgiveness being really impossible. But we sit here as potential objects of forgiveness. We are, all of us, you including, in a sense, guilty. Now, don't you think it fulfills an ideological function, speaking to us, telling us in a sense we should not repent, not ask for forgiveness, because then we ruin pure, unconditional forgiveness. At the same time, you are telling oppressed people they should forgive without expecting repentance. First of all, I take irony seriously. I take the problem of irony very seriously. And we need some irony that is something which challenges the commonsensical concepts. And you can't do this without some irony. So there was no doubt some irony. Now, of course, in this context, I understand your concern, and I share your concern. I want to precisely draw a very rigorous border between the pure concept of forgiveness and the idea of reconciliation and the idea of excuse and the process which is going on. Because I think that as soon as you mix the concept of forgiveness with all the connected concepts which are at work in this current process, that is reconciliation, repentance, and so on and so forth, then first you obscurely Christianize the process, you introduce confusion and obscurity in something which has to be as clear as possible. Donc le geste que je fais quand je parle de pardon pur et impossible est un autre geste. Alors, j'essaie de l'expliquer et de montrer que dans sa pureté, dans la pureté de son concept, un tel pardon devrait être impossible. Que d'ailleurs, on ne peut pardonner que l'impardonnable, que si on pardonne ce qui est pardonnable, facilement pardonnable, on ne pardonne pas. Donc on doit pardonner ce qui est impardonnable, et donc faire l'impossible. J'essaie de distinguer aussi entre la réconciliation et le pardon. Un pardon qui serait demandé ou qui serait accordé uniquement en vue de la réconciliation, c'est-à-dire avec une finalité déterminée, ne serait pas un pardon. Si je pardonne uniquement pour changer la situation, pour faire que, pour guérir, ou pour que la plaie soit guérie, si je pardonne avec une intention en quelque sorte thérapeutique ou psychanalytique ou écologique, même pour faire que la santé revienne, que la société soit saine, que le rapport avec les autres soit sain, à ce moment-là, ça n'est plus un pardon, c'est un calcul. Alors ce calcul, je peux l'approuver dans certains cas, je pense que c'est un bon calcul, qu'il faut faire ce calcul, mais je n'appellerai pas ça un pardon pur. C'est un processus de travail de deuil, de réconciliation, c'est une thérapeutique, quelquefois une thérapeutique politique nécessaire. Moi j'approuve les processus de réconciliation
qui sont essayés un peu partout dans le monde aujourd'hui, en politique, un peu partout il y a de tels processus. Mais en tant que philosophe qui essaie d'être rigoureux avec ce qu'il dit, de comprendre ce qu'il dit et d'évaluer le sens des mots ou les implications des mots, je m'abstiendrai de parler de pardon pur dans ce cas-là. Okay, and 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1, in your own time. If I give you an example, I've often thought to myself that Seinfeld, which is America's most popular ever sitcom, Seinfeld. Do you know of the Seinfeld sitcom in America? If you think of a classic American, Jerry Seinfeld made this sitcom about a group of people living together. Everything is about irony and parody, and what you do with your kitchen cupboard is imbued with as much feeling or thought as whether someone believes in God, if you like. Do you see anything in that? Deconstruction, the way I understand it, doesn't produce any sitcom. And if sitcom is this and this, if the people who watch this think that deconstruction is this, the only advice I have to give them is just read, stop watching sitcom, and try and do your homework and read. Thank you. It's not easy to improvise. It's the most difficult thing to do. Even when one improvises in front of a camera or a microphone, one ventriloquizes or leaves another to speak in one's place the schemas and languages that are already there. There are already a great number of prescriptions that are prescribed in our memory and in our culture. All the names are already pre-programmed. It's already the names that inhibit our ability to ever really improvise. One can't say whatever one wants. One is obliged, more or less, to reproduce the stereotypical discourse. And so I believe in improvisation. And I fight for improvisation. But always with the belief that it's impossible. And there where there is improvisation, I am not able to see myself. I am blind to myself. And it's what I will see. No, I won't see it. It's for others to see. The one who is improvised here, no, I won't ever see him. J'aurais essayé de répondre à votre question sur Narcisse et Eco. Évidemment, il se trouve que, d'un point de vue plus directement lié à l'image que l'histoire de Narcisse et d'Eco, c'est donc l'image aussi c'est la question de l'image spéculaire et de la voix, hein, le rapport entre la vue et la voix, entre donc la lumière et la parole, la réflexion miroir, et puis la parole, ce qui se passe ici maintenant, n'est-ce pas, où il y a à la fois un miroir, une parole, une caméra, je réponds à des questions, je répète. Donc je suis Narcisse et Eco, là, dans une scène, tout seul. Je fais Narcisse et Eco, moi, tout seul. Et à ce qui arrive d'extraordinaire dans cette scène que j'ai étudiée d'autre part, dans des séminaires, dans des textes. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est le moment où Eco piège Narcisse, en quelque sorte. Eco est condamné par la déesse, jalouse d'elle, à ne jamais pouvoir parler en son propre nom, mais à devoir toujours répéter la fin des phrases de l'autre. Mais Eco, dans sa ruse infinie, sa ruse aimante, s'arrange pour, en répétant les dernières syllabes, ou la dernière syllabe des mots de Narcisse, par faire en sorte que ces mots deviennent les siens à elle, qu'elle s'approprie en quelque sorte ce langage. En répétant le langage de l'autre, elle signe son propre amour. Et en répétant, elle lui répond. En répétant, elle lui correspond. Et elle parle en son propre nom, d'où une ruse extraordinaire, c'est de parler en son propre nom
tout en répétant. Et toujours, comme toute parole, un aveuglement. Quand on parle, parler, ça n'est pas voir. Donc toute parole, d'une certaine manière, est aveugle. Et au fond, Écho aveuglément, mais très lucidement, correspond à Narcisse, et c'est une histoire d'amour, évidemment, correspond à Narcisse, qui lui-même s'aveugle, parce que quand Narcisse s'aperçoit, d'où la mort, s'aperçoit qu'il ne peut voir que lui-même, que c'est son image qu'il voit dans l'eau, ne voir que soi-même, c'est une forme d'aveuglement. Ne voir rien d'autre. Ne voir rien d'autre. Et c'est pourquoi Narcisse pleure. Il pleure d'une certaine manière, et il meurt de ne voir rien d'autre que lui-même, c'est-à-dire d'être aveugle. Donc ce sont deux aveuglements. Écho et Narcisse sont deux aveugles qui s'aiment. Alors comment deux aveugles peuvent-ils s'aimer? C'est ça la question. Et ça, c'est quoi? Donc ça, c'est la nouvelle pièce dans laquelle je travaille depuis quelques mois. C'est vous qui avez lu ça? Oui, jamais lu. On nous a donné. Ah! That was the time, no, I never read this. That was the time I was teaching on vampirism. I was teaching on cannibalism, hitting the other. So I made a number of references to vampire, and someone gave me these books. Oh. I don't remember even who gave me. Mais je n'ai jamais lu. Non. Je n'ai pas lu tous les livres qui sont ici. Hein. La plupart? Non. 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 Trois ou quatre. Mais bien, sérieusement. Mais très sérieusement. Vous avez la chance. Voilà, ça c'était la chambre de Pierre. Vous voyez, ces choses-là, c'est quand Vera, notre petite fille, vient. Oui, you recognize this. Yes, I do. So she slept here. That's nice. Et c'était notre bureau. Ça, c'était la chambre de Pierre avant. If you had a choice, what philosopher would you like to have been your mother? That's his style. That's his own style. I have not already answered this question. Give me some time. My mother. A good question. It's a good question, in fact. It's an interesting question because I try to tell you why it's impossible for me to have any philosopher as a mother. That's the problem. My mother couldn't be a philosopher. Ou un philosophe ne pourrait pas être ma mère. Et ça, c'est très important. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la figure du philosophe, pour moi, et c'est pourquoi aussi je déconstruis la philosophie du philosophe est une figure masculine. Et c'est ça mon problème, parce que toute la déconstruction du phallogocentrisme, c'est la déconstruction de ce qu'on appelle la philosophie en tant qu'elle a été liée depuis toujours à une figure masculine et paternelle. Donc le philosophe est un père et pas une mère. Donc le philosophe qui serait ma mère serait un philosophe post-déconstructif, c'est-à-dire moi ou mon fils. Donc ma mère, comme philosophe, devrait être ma petite fille, par exemple, en tout cas une héritière, une femme philosophe qui aurait réaffirmé la déconstruction et qui, par conséquent, pourrait être une femme qui pense. Voilà, une femme qui pense. Pas philosophe, mais pensante. Je distingue toujours la pensée et la philosophie. Une mère pensante, c'est au fond ce que j'essaie de... C'est à la fois ce que j'aime et ce que j'essaie de
ce à quoi il essaie de donner naissance ou de faire naître ou de projeter. That philosophy died yesterday, since Hegel or Marx, Nietzsche or Heidegger, and that philosophy should still wander toward the meaning of its death, or that it has always lived knowing itself to be dying. That philosophy died one day, within history, or that it has always fed on its own agony, on the violent way it opens history by opposing itself to non-philosophy, which is its past and its concern, its death and wellspring. That beyond the death or dying nature of philosophy, perhaps even because of it, thought still has a future, or, even as is said today, is still entirely to come because of what philosophy has held in store. Or, more strangely still, that the future itself has a future. All these are unanswerable questions. By right of birth, and for one time at least, these are problems put to philosophy, as problems philosophy cannot resolve. Long ago, I had dinner, and his mother, when she was alive, was there. And one of the great dictionaries in France had just come out and included, I don't know if it was the Petit Robert or something, included difference with an A. And that had happened that day. And at dinner, I said that we should have a party to celebrate the induction of difference with an A into the dictionary. This was a monumental encyclopedic event that ought to be marked, and proper ceremony, which I was very willing to arrange, should take place. And Jacques' mother, who's very ancient but noble, she said, "Jackie, did you spell difference with an A?" And she was mortified, but it was so sweet. It was so fabulous. And there was this moment where I also felt I had blabbed because, you know, now what's he supposed to do? Explain to his mother? Or he doesn't, he's very modest. He doesn't talk about himself to his family, I mean his relatives' family. Chaque fois qu'il nous fait cadeau un livre ou qu'on l'entend dans ses conférences, on se demande comment il fait, comment son esprit travaille pour pouvoir sortir toutes ces pensées philosophiques. Parce que on a un cerveau nous aussi et on n'arrive pas à sortir des trucs comme ça. Pourquoi lui, spécialement, il arrive à sortir toutes ces pensées philosophiques et toutes ces déductions et toutes ces déconstructions et tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent. C'est extraordinaire. Et c'est un énigme. C'est une grande énigme, oui. Grande énigme. Ce n'est pas dans votre famille, vous pourrez pas voir du les tout. filles. Pas du tout. Pas du tout. Ça sort de nulle part. De nulle part. Que lire votre père et mère? Oh, aucune. Si, ma mère, elle lisait beaucoup, mais enfin, pas ce genre de lecture en tout cas. Non, non, non. Nous n'avons pas une famille intellectuelle, hein, pas du tout, du tout. Et si vous pouvez spéculer d'où ça vient tout ça? Non, je serais incapable. Même maman remontant en arrière, il n'y a rien, personne dans la famille, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère, où on puisse trouver les sources de l'esprit de Jackie. You can imagine how strange it is to have someone gather your so-called archive, but to attend the event of the inauguration of the archive. I realized the other day and this afternoon, by looking at the archive in the library with these gray
black and gray urns accumulated, like, of course, in a graveyard. And already mourning, we are always already mourning, of course. Yeah, well, you know, among the concerns we have about where are we going to be buried, the question is, with whom? Yes, this is the entire Derrida archive, beginning there and almost to the end. And there's about 100 boxes. But he mentioned that that his wife was kind of reluctant to see these materials go, that it was a kind of foretelling of his imminent death or something like that. And we then had the boxes still in our reading room. We were in a kind of different situation there, and he treated it like it was, his little child. And I remember the manuscript thing, it was pushed out, and he looked at it, kind of touched the box, kind of sorry to see it go or be in another domicile or whatever. The question of the archive is not a question of the past. It is not the question of a concept dealing with the past that might already be at our disposal, an archivable concept of the archive. It is a question of the future, the question of the future itself, the question of a response, of a promise, and of a responsibility for tomorrow. The archive, if we want to know what that will have meant, we will only know in times to come. Not tomorrow, but in times to come. Later on, or perhaps never. Si vous pourriez voir un documentaire sur un philosophe, Heidegger ou Kant ou Hegel, qu'est-ce que vous désirez voir dedans? Leur vie sexuelle. You want a quick answer, okay? Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Ou qu'on parle de leur vie sexuelle. Oui. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou de Heidegger? Voilà, j'aimerais savoir. Pourquoi? You want a quick answer, you don't want justification of the answer. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ce dont ils ne parlent pas. C'est ce dont ils ne parlent pas. Alors j'ai envie qu'ils parlent de ce dont ils ne parlent pas. Voilà. Pourquoi ces philosophes se sont-ils présentés comme asexués dans leur... Pourquoi est-ce qu'ils ont gommé dans leur œuvre leur vie personnelle, et pourquoi ils n'ont jamais fait état de leur vie privée? Quand je dis sexuelle, ça veut dire privée, évidemment, la vie privée. Il n'y a rien de plus important dans la vie privée que l'amour, hein, ou que les rapports dans la... sexuelle. Je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'on fasse un film porno sur Hegel et Heidegger. Je veux qu'ils parlent de ce qu'a été la part de l'amour dans leur vie. Vous arrivez avec un micro, vous dites, alors Hegel, on sait des choses sur Hegel, sur Heidegger on sait des choses aussi, mais pas par eux en général. Moi j'aimerais qu'ils parlent, eux, voilà, les entendre parler, eux. Est-ce que vous pensez que les gens vont désirer cette question à vous, dans votre documentaire? Oui, je ne dis pas que j'y répondrai, hein, mais... il y a dans les textes que j'ai publiés pas mal de choses qui sont aussi dissimulées, bien sûr, mais je n'ai pas pratiqué le même type de dissimulation que que les grands philosophes que vous venez de nommer. J'ai dissimulé, bien sûr, j'ai dissimulé comme tout le monde, mais pas de la même façon, voilà.
Alors, pour répondre à votre question, ça m'intéresserait beaucoup de les entendre parler de ça. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que moi je parlerai si on me pose une question. Hein. Moi je parle quand je veux, comme je peux, éventuellement en présence de mon avocat. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que maintenant, on parle, ça fait 2 heures, ça fait 25 ans qu'on parle comme ça, et je sais qu'il va rester 1 heure. Qu'est-ce qu'elle va garder pendant 1 heure de tout ça? Elle va... Hein? When you will be editing all that, you will keep exactly what you think has to be kept, okay? That it will be your signature and your autobiography in a certain way. How can another see into me, into my most secret self, without my being able to see in there myself, and without my being able to see him in me? And if my secret self, that which can be revealed only to the other, to the holy other, to God if you wish, is a secret that I will never reflect on, that I will never know or experience or possess as my own, then what sense is there in saying that it is my secret? Or in saying more generally that a secret belongs, that it is proper to or belongs to someone, or to some other who remains someone? It's perhaps there that we find the secret of secrecy, namely, that it is not a matter of knowing, and that it is there for no one. A secret doesn't belong. It can never be said to be at home or in its place. The question of the self, who am I? Not in the sense of who am I, but rather, who is this I that can say who? What is the I? And what becomes of responsibility once the identity of the I trembles in secret? You asked me the other day if I regretted having undertaken this project, and I was wondering if that was a projection, if you've regretted it. No, so far. Perhaps one day I will regret it. So far, no. I don't know. Have you ever been in psychoanalysis yourself? No. Would you ever consider it? No. Absolutely excluded. Could you characterize any traumatic breaks in your own life? Yeah, there has been, yes. Yeah. Thank you. No, again, I won't be able to. No. 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 We will wonder what he may have kept of his unconditional right to secrecy, while at the same time burning with the desire to know, to make known, and to archive the very things he concealed forever. What did he conceal even beyond the intention to conceal, beyond the intention to lie or to perjure? We will always wonder what, sharing with compassion in this archive fever, what may have burned of his secret passions
of his correspondences, or of his life, burned without him, without remains, and without knowledge, without the least symptom, and without even an ash.